Bienvenue à ce premier numéro de Voir c'est croire, votre magazine qui vous fait découvrir l'agriculture africaine autrement à travers des parcours réussis de jeunes entrepreneurs agricoles sur le continent. Dans ce numéro, nous allons vous conduire au Bénin, à la rencontre de Roland qui, après le lycée, s'est lancé dans l'entrepreneuriat agricole malgré la réticence de ses parents. En Côte d'Ivoire, pour découvrir le parcours de Olassé qui a abandonné la faculté de médecine pour entreprendre dans le maraîchage biologique. Au Burkina Faso, où Richard rêve de devenir le roi de la volaille. Et en fin d'émission, ne manque pas cet entretien exclusif avec Paul Tariam Ilbodo, président directeur général de la Société agro-pastorale et de services SAPAS. C'est parti, direction Sakété au Bénin. À sa sortie du lycée technique agricole au début des années 2000, Roland aurait pu devenir vétérinaire ou agent forestier comme le souhaitaient ses parents. Mais lui avait un autre plan, celui de devenir entrepreneur agricole. Un choix gagnant, découvrons son parcours. J'ai choisi d'aller à la terre parce que tout d'abord, moi j'ai suivi une formation spéciale sur l'auto-emploi. Et secondo, depuis que j'ai annoncé à mes parents qu'après le lycée, je vais m'installer, devenir agriculteur, ils n'étaient pas du tout d'accord. Donc ce qui a fait que c'était devenu un défi pour moi. Ils ne m'ont pas cédé une portion de terre. Donc je suis parti d'un terrain d'autrui pour me retrouver aujourd'hui sur plus de 13 hectares de ma propriété. Je me suis jeté dedans comme ça. Mais j'avais confiance à deux moyens. J'avais ma tête et la force physique. Bien, je vais pour Roland Pidin. Nous venons y pour attendre à d'aller. Des micas sont là, Boyi, Bogigo. Et nous n'avons des yonami, mille mimons qu'on y demain. Puis me donne à son mail, mille titres du lit. À quoi rouler waye, mille d'opo, your color. Roland et moi, on était de très bons amis depuis près de 15 ans. Nous nous débrouillons ensemble au début quand on avait fini les écoles. Mais il s'est fait qu'en année 2006-2007, l'État a lancé un concours de recrutement dans la fonction publique et qui, les 100% des collègues qui avaient quitté l'école, étaient sortis de l'école, étaient prêts à y aller. Quand M. Roland a dit qu'il ne passait pas, qu'il n'ira pas. Mais on était tous étonnés parce qu'on se demandait sur quoi il comptait. Mais au fil des années, 2 ans, 3 ans après, on a vu que le monsieur sur qui nous doutons un peu, il a commencé par entreprendre beaucoup de choses et il réalise des trucs. Donc, moi, je me suis dit que ça veut dire que Roland a raison sur nous. C'est ce qui a fait que peut-être à la longue des années, moi aussi, j'ai voulu lui emboîter les pas. J'ai eu des unités de levage et puis une plantation de palmiers. Je suis certain que si j'étais un fonctionnaire, tout ce que j'ai aujourd'hui là, je n'aurais même pas un dixième. Parce que j'ai des collègues qui sont entrés, mais je vois comment ils évoluent. Par rapport à ce que moi-même j'ai aujourd'hui, c'est incomparable. J'ai ma moto, j'ai mes véhicules, j'ai ma maison en bas comme en haut, et j'ai mon bureau, donc je ne me plains pas. Quand mon grand frère avait quitté le lycée et il voulait aller à la terre, je n'étais pas content. Mais chaque année, je viens près de mon grand frère pour faire mes vacances pendant 3 mois et je vois que les choses évoluent. C'est pourquoi moi-même j'ai décidé d'aller au lycée. Et quand je vais finir mon lycée, moi-même je vais m'installer pour évoluer dans l'agriculture. Moi, j'ai souvent dit aux jeunes que de commencer par prendre des risques. Quand nous on a risqué, on a réussi. Un souci de dire l'État ne recrute plus, ça c'est un faux jeu. L'homme peut se transformer en employé lui-même et recruter des gens en toutes catégories confondues d'employés. Je suis après plus d'une quarantaine d'employés que je gère et qui sont régulièrement payés. Et malgré ça, moi-même, je m'en sors. Pourquoi pas eux?
En Côte d'Ivoire, Olassé aurait pu devenir médecin et réaliser ainsi le rêve de sa mère. Après une année à la faculté de médecine, elle finit par se résoudre à poursuivre son propre rêve, l'agriculture biologique. Attends. C'est de la qualité que je fais ici. Je produis des cultures bio. Je mets sur le marché d'Agni-Bleu-Cros des produits sains. Les insecticides, l'engrais, c'est à partir de toutes les plantes qui m'entourent, notamment les feuilles de nîmes, papaye, feuilles de citron. Il y a aussi l'ail que j'utilise pour faire mes insecticides. Donc ceux qui ont la chance de manger mes choux, de manger tout ce que je produis, sont rassurés parce qu'ils mangeront sain. Le rêve de mes parents, c'était de me voir un jour devenir médecin. Et ils ont tout fait pour que vraiment mes études puissent converger vers la médecine. Mais mon rêve à moi, c'était toujours de vouloir m'investir à fond dans l'agriculture. J'avais mon rêve, moi je savais ce que je faisais, je n'écoutais pas ce que les gens disaient. Et j'ai commencé un peu à acheter mes équipements, arrosoirs, d'abats, machettes. Quand j'ai eu les moyens qu'il faut, je suis allée m'installer dans mon village, j'ai commencé à produire le chou. Un peu, ça s'agrandissait. Et puis je suis là où je suis aujourd'hui. Quand elle a eu son bac, on avait voulu qu'elle fasse la médecine. Parce que son papa même, c'est un malade. Donc pour lui, il doit avoir un médecin auprès de lui. Donc elle-même, elle a dit que non, que moi je vais faire l'agriculture. On a dit bon, c'est ce qu'elle a choisi. Aujourd'hui, je ne regrette pas qu'elle nous désobéit. Je suis très contente. Au contraire, je l'encourage. Je dis vraiment, il faut aller encore devant. Il faut faire encore mieux que ce que tu es en train de faire. Elle m'a dit, maman, je vais construire ta maison. Et vraiment, ça m'a marqué beaucoup. Et on a commencé ensemble. La maison est presque terminée. Donc vraiment, je suis très contente. Le conseil que je te donne, tu n'es pas ici avec moi, tu es loin. Il faut prendre soin de toi-même. Et le travail que tu fais, il faut prendre ça avec de bon cœur. Les gens que tu travailles avec eux, il faut les aimer, il faut être toujours prêt à les accepter. En tout cas, il ne faut pas faire de n'importe quoi pour devenir autre chose. Je veux que tu ailles loin. Il y a eu vraiment beaucoup de difficultés qui m'ont fait réfléchir sur ma position. Je me demandais est-ce que j'avais fait le bon choix. Ça s'est passé l'année dernière lorsqu'il y a eu cette grande saison sèche où même ma motopompe n'avait même pas de l'eau même pour aspirer puis arroser les plantes que j'avais mis en place. Mais je suis allée contre la nature, j'ai cherché, j'ai foré le sol et j'ai tiré l'eau pour pouvoir m'en sortir. C'était difficile, ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais j'ai pu faire ça et je me suis en sortie. L'engrais organique, on le fait avec les débris végétaux, avec les déjections aussi des animaux. Ici, on utilise la fiente de volaille, mais moi, je préfère la fiente des poules pondeuses parce qu'elles sont plus riches. Je les utilise avec les feuilles et avec tout ce qui est ordures ménagères, peau de banane, tout ce qui peut rapidement se décomposer. Pour influencer les autres producteurs à faire comme moi, ce n'est pas mon résultat parce qu'en milieu rural, c'est ce qu'on voit qu'on peut copier. Donc c'est vrai, les paysans me regardent, ils se disent que bon, je perds un peu mon temps en faisant ces choses-là. Mais ils ont vu quand même à travers ma production qu'il y avait une très grande différence entre eux et moi. Non seulement j'ai fait moins de dépenses parce que j'ai utilisé tout ce qui était autour de moi, je n'ai pas dépensé grand chose contrairement à eux. Donc au niveau des dépenses, eux-mêmes ils ont vu que j'ai gagné un peu plus qu'eux et la production aussi a été vraiment satisfaisante.
Ils ont eux-mêmes cherché à apprendre comment faire ceci, comment faire cela. Dieu merci, je suis avec eux et mon exploitation sert d'école pour eux. Ils apprennent et j'espère qu'ils vont suivre le bon modèle, c'est tout. Après les études, on a vu que tourner à Abidjan n'est pas la solution. Mais revenir à la terre, c'est une solution. Donc c'est là, en ce moment, que j'ai appelé ma grande soeur et lui ai dit que je vais venir voir un peu comment tu fais ton agriculture pour que je puisse apprendre et puis aussi m'en sortir dans la vie. Donc voilà pourquoi j'ai commencé à suivre un peu ces pas. Faire le métier de la terre, c'est d'abord cultiver la patience. Il faut être patient et il faut être endurant. Avoir l'amour de la chose. Là, comme ça, tu peux facilement surmonter tout ce qui arrivera comme difficulté. C'est l'histoire d'un passe-temps qui commence à rapporter gros. Nous sommes au Burkina Faso où Richard, cadre d'une ONG, mène parallèlement une activité d'élevage de volailles à Lumbila, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Au niveau de la ferme, nous avons deux poulaillers, deux bâtiments. Nous avons ce bâtiment là où nous sommes arrêtés, qui est un grand bâtiment pour l'élevage des pondeuses. Nous avons également un autre bâtiment à côté, qui est également un bâtiment de volailles, mais ça c'est d'autres espèces qui sont à ce niveau. Nous avons à ce niveau des oies, des pigeons de race, des dindons de race, d'autres poules de race. La première motivation, c'est surtout la passion de l'élevage. Voilà, et je l'ai commencé d'abord à la maison. Voilà, et avec les quelques effectifs que j'avais à la maison, c'est là que j'ai maîtrisé véritablement le cycle de production. Voilà. Et en plus de ça aussi, il faut dire que sur le plan économique, l'élevage se porte très bien. Et lorsque on investit là-dedans, il y a de fortes chances effectivement qu'on puisse vendre. Par jour, on peut ramasser autour de 27 à 30 plateaux par jour. Et le plateau doit faire 30 œufs. Donc si vous faites le calcul, vous pouvez voir un peu le nombre que ça fait, quoi. C'est l'aliment qui est la dépense la plus élevée. Voilà. Donc le fait de produire sur place son aliment, ça réduit en fait le coût d'achat. Et en plus de cela, vous êtes certain de la qualité de votre aliment. Donc ici nous avons un moulin, un broyeur polyvalent. Et ici c'est le mélangeur. Donc les deux fonctionnent avec le même moteur. Nous avons payé également un tricycle qui nous permet de nous ravitailler dans tous les ingrédients que nous utilisons pour faire la fabrication. Parmi les agriculteurs que nous encadrons, nous suivons, en tout cas c'est un exemple. C'est un exemple vraiment à suivre et nous le citons même pour exemple, vu sa détermination. Et vraiment, il ne lâche pas, il ne nous lâche pas, il nous talonne à tout moment. Et puis bon, il est vraiment rigoureux dans tout ce qu'il fait et je crois que ça paye. Je l'encourage beaucoup parce que c'est sa passion. Il aime beaucoup faire ça. Sinon, c'est pas facile faire ça avec du travail. C'est vraiment compliqué. Mais il aime ça beaucoup. Donc, il arrive à s'en sortir. C'est vrai qu'actuellement on a commencé à vendre, mais on ne peut pas dire qu'on a l'argent pour le moment, parce qu'effectivement on s'est fait également des crédits. Donc le premier réflexe c'est d'abord rembourser ces crédits-là, puisqu'il faut mériter en fait la confiance de ces personnes qui vous ont prêté quelques argents et tout ça. Et en plus de ça, les perspectives à long terme c'est de pouvoir effectivement agrandir l'activité. Voilà, j'envisage effectivement d'ici
la fin de l'année là, installer un autre poulailler pour la production de pondeuses. Parce que ma clientèle aujourd'hui, je n'arrive pas à satisfaire ne serait-ce que le tiers de la demande. Je rejoins à présent l'invité Paul Tariama Ilboudo, président directeur général de la société agro-pastorale et de services SAPAS. Monsieur Ilboudo, que vous inspirent ces 3 parcours de jeunes entrepreneurs agricoles africains que nous venons de découvrir? Bon, d'abord, ça me conforte dans ma conviction, depuis longtemps établie, que l'agropastoralisme est un aspect très important dans le futur de l'Afrique. Et quand je vois, par exemple, le jeune au Burkina Faso qui élève des poules, alors ça n'a l'air de rien de dire que quelqu'un élève des poules, mais vous avez vu ce qu'il a dit, il fait 27 à 30 plaquettes par jour. La plaquette fait 2200 francs. Si vous faites le calcul rapide, ça vous fait au moins 1 980 000 francs dans le mois. Prenez les 2 tiers pour ces charges, il reste un bénéfice net de 660 000. Vous ne pensez pas qu'on peut vivre dignement avec ça? Voilà. Alors, là, le monsieur au niveau du Bénin, vous voyez, il a eu l'opposition de sa famille, tous ses camarades étaient dubitatifs, mais voilà un entrepreneur agricole établi, mieux, qui vit de son travail, mais qui engage 40 personnes. Donc, il crée de l'emploi et il se crée un emploi décent. Alors, la dame, ses parents voulaient qu'elle devienne médecin. Ça, c'est le rêve des parents. Il faut laisser les enfants rêver eux-mêmes. Elle veut être agricultrice. Elle s'est mise dans le bio et elle s'en sort dignement. Donc pour moi, comme je l'ai dit, ça me donne une conviction supplémentaire que l'agropastoralisme est un aspect important dans l'emploi des jeunes en Afrique. Et pratiquement en Afrique, 9 jeunes sur 10 sont au chômage ou sous-employés. Et comment, selon vous, l'agriculture et l'élevage peuvent-ils contribuer à résorber cette situation? Mais les 9 jeunes qui sont sur 10 qui sont au chômage, mais c'est l'école qui n'a pas été bâtie en fonction de notre réalité socio-économique. On a mis la charrue devant les bœufs. Alors, on veut former des électriciens sans électricité, on veut former voilà, les services. Or, regardez le monde entier, il n'y a pas un seul pays qui n'est pas passé par le secteur agricole, les États-Unis, l'Europe, etc. Moi, je crois que si nous recentrons notre planification pour mettre l'accent sur l'agriculture et l'élevage, ce sont des secteurs non saturés qui peuvent employer tous nos jeunes. Vous voyez, si on met l'accent sur l'agriculture, on met l'accent sur l'élevage, en lien avec l'agriculture, parce qu'il faudrait utiliser les sous-produits de l'élevage pour l'agriculture et vice-versa. Alors, ces jeunes qui vont produire, à un moment donné, on va faire peut-être la surproduction. Et c'est en ce moment que la nécessité de créer de petites unités de transformation vont naître. On va former des jeunes pour ça. Et on peut aussi exporter. C'est en ce moment qu'on crée la richesse sur place. Ce n'est pas avec l'import-export. J'ai beaucoup de considération pour ça, mais nous enrichissons les travailleurs et l'économie d'autres pays à travers l'import-export, pas notre économie. Donc pour moi, la solution pour le chômage des jeunes, c'est très tôt à l'école, mettre l'accent sur la formation agro-pastorale. Et justement, vous parlez de formation agro-pastorale. Au niveau de la SAPAS, on a vu que vous formez des adolescents au métier de l'agro-pastoralisme. Pourquoi ce choix? Alors, tout part de ma conviction. Ça part de ma conviction qu'il faut mettre l'accent sur l'agriculture et l'élevage pour nous en sortir. Or, même à ce niveau-là, regardez ce que l'État a fait. L'État a formé des docteurs en agriculture, en élevage, a formé des techniciens supérieurs, des ingénieurs, des techniciens.
mais a oublié de former l'ouvrier agricole qui continue de produire comme il y a 100 ans, comme il y a 200 ans. Ça ne peut pas marcher. Il faut que l'ouvrier agricole soit formé. L'élevage, c'est un métier et il faut l'apprendre. Si nous voulons continuer d'élever comme nos ancêtres, ben on n'ira pas loin. Est-ce que vous voyez? Ce jeune que nous avons vu dans le film, qui élève 1000 poules, s'il n'a pas un minimum de formation, ben les 1000 poules vont partir. Est-ce que vous voyez? Alors c'est convaincu de ça que je veux, moi, joindre ma conviction à la pratique sociale en créant cette école. Et je prends des jeunes sortis du certificat d'école primaire, nous les formons en 2 ou 3 ans au certificat de qualification professionnelle en agropastoralisme. Et ils passent le certificat de qualification professionnelle de l'État. Alors, nous envisageons former des jeunes sortis du BPC, sortis du baccalauréat. Nous pouvons aussi, et nous avons ça dans notre processus, former des gens qui veulent en 2-3 mois avoir une connaissance pratique pour aller faire de l'élevage. Voilà. Pour moi, la formation, c'est le sous-basement du développement. Donc, le développement agricole, le développement de l'élevage, il faut d'abord une formation, une qualification pour réussir dans ce métier. C'est pourquoi nous avons créé cette école. De par votre conviction et à partir de l'expérience vécue, quel est votre message à l'endroit des gouvernements et aussi à l'endroit de la jeunesse africaine qui nous regarde? Alors moi, je pense que les gouvernements africains doivent regarder quels sont les besoins actuels de notre Afrique. On veut manger. Mais pour manger, il faut avoir la nourriture. Voilà, donc la production végétale, la production animale. Et pour l'avoir, il faut former les jeunes et les mettre, les accompagner. Vous voyez un pays à côté, la Côte d'Ivoire. Vous savez que le Burkina offrait des œufs, des moutons, des poules à la Côte d'Ivoire il y a quelques années. Maintenant, la Côte d'Ivoire nous revend des poules et des œufs. Et bientôt du bétail. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des gens, le gouvernement a anticipé et a installé des jeunes et a fait une politique sociale d'accompagnement. Ici, pour créer une entreprise, on te fait enregistrer au registre du commerce, comme si tu étais un commerçant. Allez au Sénégal, allez au Mali. Les entreprises agricoles sont enregistrées dans les chambres d'agriculture et il y a des conditions favorables qui leur permettent d'accéder à des crédits, à des taux préférentiels pour créer la richesse. C'est vers ça que nos gouvernements devraient aller, de mon point de vue. Merci beaucoup pour cet entretien. Ok, merci bien. C'est sur ces mots pleins de sagesse que nous prenons congé de vous. Rendez-vous au prochain numéro de votre magazine Voir, c'est croire.